félicite l'association pour toute son implication dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients porteurs d'albinisme. Alors, on m'a confié cette présentation sur les formes frustes. Donc, ça va se passer comme ça. Comment reconnaître ces formes frustes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous amener à faire un diagnostic d'albinisme et pourquoi c'est important de les reconnaître. Alors, ce qu'on appelle forme fruste en médecine, c'est un terme qui désigne une forme médicale dans laquelle les manifestations sont moindres que dans la forme classique. Elles peuvent être complètement atypiques et elles sont atténuées. En anglo-saxon, on utilise le terme mild form, qu'on peut traduire comme forme bénigne, forme légère ou forme modérée. Je ne vous rappelle pas ce que c'est qu'un albinisme, ce sont des affections héréditaires liées au défaut de production de la mélanine dans les cellules spécialisées du corps. On distingue deux grandes familles complètement différentes génétiques d'albinisme, que sont les albinismes oculocutanés et les albinismes oculaires. En aucun cas, le terme albinisme oculaire ne doit servir à désigner une forme clinique. On va parler de forme fruste. Quand on parle d'albinisme oculaire, c'est bien un albinisme dont la transmission est récessive liée à l'X, qui affecte les garçons et qui est transmise par les mères. L'albinisme oculocutané, on connaît actuellement 19 gènes. Les formes simples, la forme OCA1 à 7, et le syndrome Fonda qui est apparenté aux albinisme sans être un albinisme, c'est une discussion un peu nosologique. Et à côté de ces formes simples, il y en a deux types de formes syndromiques, le syndrome d'Hermansky-Pudlak, avec ses 10 gènes, et le syndrome de Chidiac-Higashi, complètement exceptionnel, avec un gène connu qui est le gène BIST. On connaît un gène d'albinisme oculaire qui est le gène GPR143. Dans quel cadre va-t-on être amené à faire un diagnostic d'albinisme forme fruste? Eh bien, il y a trois grands contextes. Ça peut être l'évolution d'une forme classique connue d'albinisme qui, avec le temps, va s'atténuer. C'est ce qu'on appelle la forme pigmentaire minimale, et ce sera l'exemple que je vais vous présenter en premier. Ça peut être un membre de la famille de quelqu'un qui est porteur d'une forme beaucoup plus classique, ça va être l'exemple numéro 2. Et le plus souvent, c'est une découverte fortuite qui va être faite par l'ophtalmologiste parce que l'acuité visuelle n'est pas égale à 10/10, elle est réduite, parce qu'il est devant un patient porteur de strabisme ou de nystagmus, et parce qu'à l'examen du fond d'œil, on va voir un signe qui n'est pas pathognomonique d'albinisme, mais qui est essentiel pour nous en consultation, qui est l'hypoplasie de la rétine. Alors voilà un aspect normal de fond d'œil. Vous voyez, la rétine est bien rose-orange, vous voyez les arcs vasculaires, vous voyez l'aspect de la papille qui est la tête du nerf optique, et vous voyez ce qu'on appelle la macula. Voilà, ça c'est l'aspect normal d'une rétine. Et voilà ce qu'on trouve en OCT. L'OCT, en fait, c'est une imagerie qui permet d'analyser toutes les couches de la rétine. Donc là, il y en a 10. Vous avez les couches internes, qui sont les couches où, en fait, la lumière va être transmise par le nerf optique au cerveau et transformer cette lumière en image. Et vous avez les couches externes. Donc là, vous avez l'épithélium pigmentaire. L'épithélium pigmentaire qui est donc qui peut être dépigmenté dans l'albinisme, et les deux couches de photorécepteurs, avec là la couche uniquement des cônes, dans ce qu'on appelle la fovea, avec cette espèce de petite ascension. Vous allez voir dans les différents grades d'hypoplasie fovéolaire que cet aspect, en fait, en dépression, enfin cette espèce de petit pit en anglais, va être perturbé dans l'hypoplasie fovéolaire. Voilà les différents grades d'hypoplasie fovéale. Alors l'hypoplasie fovéale, c'est un manque de développement complet de la morphologie de la macula en pré- et en postnatal. Cette maturation, elle continue après la naissance. Ces différents grades sont corrélés à l'acuité visuelle du patient. Donc dans le grade 1, alors de 1 à 4, c'est-à-dire de modéré à sévère. Dans le grade 1, vous avez pu cette extrusion des couches internes de la rétine. Dans le grade 2, eh bien, on ne voit plus la dépression fovéolaire. Dans le grade 3, vous n'avez plus l'allongement des cônes
qu'on voit au centre donc de la fovea, et le grade 4 que vous a montré Claude, qui est ce qu'on appelle la fovea plana, donc vous avez un aspect complètement rectiligne de la rétine. Les exemples. Donc cette première patiente de 28 ans, en fait son diagnostic d'albinisme il est connu depuis qu'elle a 4 mois. Elle avait à la naissance un nystagmus et une transillumination aérienne totale. Le diagnostic clinique était relativement facile. Elle a bénéficié d'une scolarité adaptée en milieu ordinaire avec le soutien du S3AS du Calvados. Je l'ai revue à 28 ans et là j'ai eu la très bonne surprise de voir qu'elle avait pu passer le permis de conduire. Elle est comptable. Son acuité visuelle binoculaire avec ses lentilles rigides lui permet une acuité de 5/10. Avec ses lunettes, donc elle a un astigmatisme assez important de 4 dioptries à droite qui lui laisse une acuité de 2 à 3/10 et un astigmatisme un petit peu moindre à gauche qui lui laisse une acuité visuelle de 4/10. Son iris transillumine beaucoup moins, juste en périphérie de l'iris. Sa rétine, comme vous pouvez le voir, est toujours hypopigmentée. Hein, c'est pas l'aspect qu'on a vu bien rouge, bien orange de tout à l'heure. Elle a une hypoplasie fovéolaire de grade 2. Elle est capable elle a un phototype cutané de type 1, c'est-à-dire, vous voyez bien, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Elle est capable de bronzer légèrement, mais avec des coups de soleil. Le diagnostic de biologie moléculaire va confirmer le diagnostic d'albinisme, et surtout d'albinisme de type oculocutané 1, avec la présence de 2 mutations dans le gène TIR sur l'allèle qui vient de sa mère, et la présence du variant R402Q sur l'allèle qui vient du père. Deuxième exemple, eh bien, c'est la sœur d'une patiente qui est atteinte d'un albinisme oculocutané forme classique. Je vous montrerai la diapositive ensuite. Son albinisme à elle est également connu depuis l'enfance. Par contre, le nystagmus, qui était patent quand elle était petite, eh bien, n'est plus visible qu'à fort grossissement, c'est-à-dire à l'examen à la lampe à fente de son œil. Elle a un microstrabisme. La transillumination aérienne n'est plus visible. Il faut un examen vraiment très très attentif pour voir peut-être encore un peu de dépigmentation périphérique, mais franchement c'est difficile. Sa rétine est hypopigmentée dans son ensemble, elle a une hypoplasie fovéolaire. Son acuité visuelle est égale à 8/10 avec correction d'un astigmatisme moléculaire. On voit qu'elle a un phototype cutané caractéristique encore d'albinisme avec des yeux verts, légèrement bichromes. Le diagnostic moléculaire va confirmer l'albinisme oculocutané de type 1 avec une mutation dans le gène TIR. Je rappelle que le gène TIR est situé sur le 3e chromosome. Donc, mutation dans le gène TIR dans l'allèle qui vient de sa mère et le variant R402Q qui est à l'état homozygote, c'est-à-dire qu'il y a à la fois présent sur l'allèle qui vient du père et l'allèle qui vient de sa mère. Voilà sa sœur, qui a exactement le même génotype, mais qui a un phénotype oculaire complètement différent. Elle a bénéficié, elle, de 2 chirurgies oculomotrices, une chirurgie sur le nystagmus qui s'accompagnait d'une attitude de torticolis et une autre chirurgie sur un strabisme divergent à l'âge adulte. Son iris continue à transilluminer de façon quasiment totale. Vous voyez l'aspect de sa rétine complètement hypopigmentée, surtout en périphérie où on voit les vaisseaux choroïdiens. La macula, enfin la fovea n'est pas visible. Voilà. Et elle, son acuité visuelle est réduite à 2/10. Elle a un astigmatisme myopique très fort et elle a de plus une hypoacousie qui est probablement liée dans la maladie. Donc, 2 génotypes identiques, 2 phénotypes oculaires différents. Les 3 exemples qui vont suivre eh bien, ont été découverts lors de la consultation ophtalmologique. Donc, cette jeune femme est adressée pour une chirurgie nystagmus congénitale. On voit avec un torticolis qui est tourné vers la gauche. Elle a un strabisme convergent associé. Elle a une acuité visuelle qui est égale à 7/10, avec une myopie relativement modeste. Lors de l'examen, le diagnostic d'albinisme va être suspecté parce que déjà son acuité n'est pas égale à 10/10. Elle a un iris qui transillumine, elle a une rétine hypopigmentée et elle a en OCT une hypoplasie de grade 2. Je vais l'opérer, mais je vais surtout envoyer chez la généticienne et la biologie moléculaire va confirmer
universelle, qu'il s'agit d'un albinisme oculocutané de type 1, avec une mutation dans le gène TIR qui vient du père, et le variant R402Q qui vient de sa mère. Encore une petite fille adressée pour strabisme vertical, qui peut faire penser au tableau d'une parésie congénitale de l'oblique supérieur droit, mais son acuité visuelle est limitée à 5/10. Alors elle était toujours suivie par une opticien qui espérait, avec la rééducation, pouvoir obtenir une acuité visuelle un peu mieux, mais ce n'était pas possible. À l'examen, elle a un micronystagmus qui est visible au fond d'œil, un iris qui transillumine légèrement en périphérie de l'iris, et une rétine que vous voyez hypopigmentée à la fois au centre et en périphérie, avec un aspect maculaire un petit peu particulier. L'hypoplasie fovéale qui est demandée à son ophtalmologiste traitant. À l'époque, on n'avait pas ces magnifiques OCT que vous avez pu voir avec Claude et puis sur les premiers exemples, mais qui confirmait effectivement qu'elle avait une hypoplasie fovéale. Le diagnostic moléculaire va confirmer qu'elle est porteuse d'un ECA1 avec variant R402Q qui vient de sa mère et une mutation dans le gène TIR qui vient du père. Dernier exemple. Voilà cette femme qui a 50 ans, qui est adressée pour nystagmus congénital avec torticolis oculaire, donc pour chirurgie de cette anomalie oculomotrice. Elle a une amblyopie moyenne à 5/10 des deux côtés. Elle n'a pas de transillumination irienne. Elle a un fond d'œil que je trouve hypopigmenté, ce qui n'avait pas frappé tant qu'on avait qui nous avait pas alerté tant qu'on n'avait pas fait de clichés qui permettent d'analyser plus lentement et de façon plus approfondie l'examen du fond d'œil. Donc pour elle, on avait fait un diagnostic de nystagmus congénital, idiopathique ou familial, enfin un simplex. Les PEV n'étaient pas contributifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en évidence cette fameuse asymétrie croisée. Par contre, elle a une hypoplasie fovéale, donc là, ça faisait quand même plusieurs symptômes qui pouvaient faire penser à un albinisme oculocutané. La biologie moléculaire a été faite au laboratoire de Bordeaux et on a mis en évidence un ECA2 avec juste une délétion hétérozygote dans le gène ECA2. Donc elle est albinos, a priori, même si on n'a pas mis en évidence l'autre mutation sur l'allèle qui vient de son père. Donc elle a bénéficié d'un suivi dermatologique et on a mis en évidence, lors de cette surveillance, un mélanome malin dorsal, ce qui n'était pas du tout facile à voir pour cette patiente. On ne se regarde pas facilement dans le dos. Alors quels sont les points communs à toutes ces formes? Et bien, d'une part, l'acuité visuelle, elle est compatible avec l'obtention du permis de conduire. Il y a une évolution dans le temps de ces formes, il y a une amélioration de l'acuité visuelle. Il y a une diminution, voire une quasi-disparition du nystagmus et de la translumination des iris, qui explique que le diagnostic peut être tardif, puisque les signes oculaires qui dominent le tableau sont des signes qui sont complètement non spécifiques d'albinisme, sont des signes oculomoteurs, et tardif également parce que les signes cutanés sont discrets, voire absents, et que ce sont des formes qui sont la plupart du temps complètement méconnues par le dermatologue. Donc on va reconnaître ces formes fruits. Je ne reparle pas de la démarche diagnostique que Claude vous a présentée, simplement pour faire un petit peu le point sur ces PEV qui effectivement sont très utiles chez le tout petit, chez le bébé, chez le nouveau-né, pour faire un diagnostic différentiel avec d'autres causes de nystagmus oculaire, et pour insister sur le fait que seule la biologie moléculaire peut permettre de faire le diagnostic de ces formes dites oculaires d'albinisme. Je reviens sur les publications qui ont été faites par le laboratoire du professeur Arveller. D'une part, sur la publication de 2017 sur les résultats de biologie de 990 cas index, ce qui est la plus grosse série, en tout cas en Europe. Donc dans cette série, on a une grosse majorité d'OCA1, 42%, et que dans cette partie de diagnostic, eh bien, on a 22% de formes TIR-TIR, c'est-à-dire avec 2 mutations pathogènes dans le gène TIR, et 25% de formes TIR R402Q, dont on a parlé tout à l'heure, ce qui fait probablement la cause génétique la plus fréquente des albinismes, en tout cas en Europe.
La publication de 2018 sur ces formes frustes -R402Q, donc sur 122 cas index, a conclu sur cette forme où le phénotype est essentiellement oculaire d'intensité modérée. Cependant, je dois quand même dire qu'il n'y a pas de corrélation stricte entre le phénotype et le génotype, puisque dans ma série personnelle, ces 122 cas venaient un peu de toute la France, hein, que dans ma série personnelle de 12 cas, en fait, j'avais quand même 3 patients, peut-être 12, donc 25% de patients qui étaient quand même porteurs d'une malvoyance légère avec une acuité visuelle inférieure ou égale à 3 dixièmes. Donc cette publication du British Journal, donc faite par les Français, a reconnu que ce variant R402Q était un véritable variant pathogène. On suspectait son application dans l'albinisme depuis 1991, mais on n'avait pas jusqu'alors une série suffisante pour confirmer son action. Bon, rapidement, ce variant, c'est un variant d'hypomorphe thermosensible, mais ce qui est important, c'est qu'il est extrêmement fréquent dans la population européenne d'origine caucasienne, puisqu'on estime sa prévalence à 27%. Alors, il y a d'autres formes frustes, bien sûr, donc on l'a vu dans la forme OCA2, également dans la forme OCA7, le gène responsable, on vient de lui donner un nom, c'est le gène LRMDA. Il y a aussi des formes frustes dans les syndromes d'Hermansky-Kuliak. Et là, le laboratoire RVR de Bordeaux a fait 2 présentations sur la possibilité de formes frustes dans les HPS 3, 5, 6 et 8. Alors, dès qu'on est en présence d'une suspicion d'albinisme, on va évidemment rechercher à l'interrogatoire du patient s'il saigne facilement, ce qui rend son diagnostic moléculaire assez urgent, puisqu'il y a des précautions à prendre, en particulier lors d'anesthésie générale, enfin de chirurgie gynécologique, orthopédique et autres, etc. En étudiant les différentes publications sur le sujet, c'est-à-dire sur les formes Hermansky-Kuliak légères, eh bien, on n'a pas mis en évidence l'évolution vers des formes graves, pulmonaires ou gastro-entérologiques, ce qui n'empêche pas que ces patients vont bénéficier à l'âge adulte, c'est-à-dire à peu près vers 40-50 ans, d'une surveillance pulmonaire plus régulière. Et ce sont des patients, bien entendu, pour lesquels l'aspirine est complètement contre-indiquée. Il y a des formes légères aussi d'OA1 avec le gène GPR 143 et des formes légères de fondant. En conclusion, je crois que je l'ai déjà dit, mais il faut toujours conclure une présentation. Pourquoi c'est important de reconnaître ces formes frustes? D'une part, c'est un intérêt diagnostique, on l'a vu. Ça va permettre un diagnostic génétique. S'agit-il d'une transmission autosomique récessive? S'agit-il d'une transmission récessive d'Alix, c'est-à-dire qui n'atteint que les garçons? Ça permet également le diagnostic différentiel avec d'autres types de nystagmus avec hypoplasie foveolaire. En particulier le nystagmus dit idiopathique infantile, qui est lié à l'X également, qui atteint les garçons également, donc, et qui est lié au gène FRMD7. Dès cette année 2019, en fait, le laboratoire de génétique de Bordeaux, à qui nous envoyons tous nos prélèvements, va mettre en place un panel de gènes, justement pour faire le diagnostic de ces formes oculaires d'albinisme et de non-albinisme. J'ai dit, ça permet de faire le diagnostic des formes syndromiques, en particulier HPS. Ça permet également pour à la fois les généticiens et également les cliniciens de faire des essais, en tout cas de corrélation phénotype-génotype, et de mieux définir le pronostic lié à l'atteinte d'un gène et du type de variant rencontré. Cette biologie moléculaire, donc la reconnaissance des gènes, sert aussi beaucoup à la recherche et en particulier à étudier le rôle des gènes dans la mélanogénèse, excusez-moi, et de comprendre un petit peu comment tout ça peut bien se passer et pourquoi il y a cette fameuse
déficience dans le développement de la macular. L'intérêt est aussi épidémiologique. On voit bien que la prévalence des albinistes, qui est estimée à 1 sur 17 000, est certainement largement supérieure. Voilà, merci beaucoup. Et cette photo, je la dédie aux jeunes qui étaient présents à Oslo l'année dernière, aux 4e journées européennes d'albinisme.